Ma sœur m'a poussé à travers une porte vitrée dans un accès de rage. L'impact m'a plongé dans le coma. Et quand j'ai finalement ouvert les yeux, tout avait changé pour toujours. Elle saigne. Mon Dieu, il y a tellement de sang partout. Qu'est-ce que tu as fait, Camille? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne voulais pas. Elle m'a mise tellement en colère. Elle me met toujours en colère. Quelqu'un, appelez les secours. Chloé ne réagit pas. Ma sœur m'a projetée à travers une porte vitrée dans un accès de pure rage. Le choc m'a envoyée dans un coma qui a duré 3 semaines. Bonjour, je m'appelle Chloé. On dit qu'être dans le coma, c'est comme dormir, mais c'est un mensonge. J'ai tout entendu. Chaque mot chuchoté, chaque sanglot étouffé, chaque excuse pathétique. Pendant 21 jours, je suis restée piégée à l'intérieur de mon propre corps pendant que ma famille révélait sa vraie nature autour de ce qu'ils croyaient être mon enveloppe sourde. C'est ainsi que j'ai découvert que ma sœur Camille fantasmait de me faire du mal depuis des mois et que mes parents avaient nourri sa rage pendant tout ce temps. Grandir en tant que petite sœur de Camille, c'était comme partager une maison avec une grenade dégoupillée. Elle avait 3 ans de plus que moi, était supposément plus mature, et sans aucun doute physiquement plus forte. Mais alors que la plupart des grandes sœurs protègent leurs cadets au péril de leur vie, Camille me voyait comme une rivale qui devait être écrasée. Pourquoi est-ce qu'elle existe, même? C'est ce que je l'ai entendu demander un jour à notre mère alors qu'elle me croyait en train de jouer dans le jardin. J'avais 12 ans. Elle en avait 15. Tout était parfait avant qu'elle n'arrive et ne gâche tout. La réponse de maman résonne encore dans mes cauchemars. Camille, ma chérie, tu es toujours notre fille exceptionnelle. Chloé, elle est juste là. Ce simple mot résumait toute mon existence dans notre famille, juste là. Camille était l'enfant prodige. Magnifique, populaire, star de l'équipe de volley-ball du lycée Saint-Exupéry. J'étais l'intello qui aimait le dessin et la photographie, qui obtenait d'excellentes notes sans effort, que les professeurs félicitaient constamment pour sa maturité précoce. Cette maturité n'était pas un don naturel. C'était un pur instinct de survie. J'ai vite appris à me faire toute petite, à ne jamais faire d'ombre à Camille, à m'excuser de prendre trop de place dans son orbite. Mon meilleur ami, Léo, était la seule personne qui voyait clair dans mon jeu. Nous étions voisins depuis le CP, et il avait été témoin d'assez de soi-disant accidents de Camille pour reconnaître la vérité qui se cachait derrière. Ce bleu qui couvre ton épaule ne vient pas d'une chute sur ton sac à dos, n'est-ce pas, m'a-t-il lancé un après-midi alors que nous avions tous les deux 14 ans. Camille chahutait, c'est tout. Elle ne se rend pas toujours compte de sa force. Chloé, elle est capitaine de l'équipe de volley et va à la salle de sport 5 jours par semaine. Elle sait exactement à quel point elle est forte. Il avait absolument raison. Mais quelles options avais-je? Chaque fois que j'essayais de dire à mes parents ce qui se passait, ils avaient leur arsenal d'excuses tout prêt. Les sœurs se disputent parfois. Tu es trop sensible. Camille subit une pression énorme en ce moment. L'excuse de la pression était leur arme favorite. Camille était toujours noyée sous la pression des études, du sport, de ses propres exigences impossibles. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais devenue son punching ball attitré chaque fois qu'elle avait besoin de se défouler. Tout a explosé quand j'ai eu 16 ans. J'avais été acceptée dans le programme d'art visuel d'élite de l'École des Beaux-Arts de Lyon, en design graphique et médias numériques. Le dossier d'acceptation est arrivé un samedi matin, et j'ai commis l'erreur fatale de montrer un véritable enthousiasme. C'est fantastique, Chloé, a dit papa, me faisant une accolade distraite avant de retourner à son café et au journal étalé sur la table de la cuisine. Camille est entrée dans la cuisine juste au moment où maman m'offrait des félicitations tièdes qui ressemblaient plus à des excuses. Qu'est-ce qui se passe, a exigé Camille. Chloé a été acceptée dans ce programme de design, a dit maman, l'air déjà coupable de l'avoir mentionné. L'expression de Camille s'est assombrie comme un ciel d'orage. Celui de l'école des beaux-arts? Mais c'est là que j'ai mon entraînement de volley 3 fois par semaine. C'est dans des bâtiments complètement différents, Camille. On ne se croisera probablement même pas. Parfait. Alors maintenant, tu vas envahir mon territoire. Pour te la raconter, comme d'habitude. Je ne me la raconte pas.
J'ai travaillé incroyablement dur pour cette opportunité. La gifle est partie si vite que j'ai à peine enregistré le mouvement. Ma joue a explosé d'une douleur brûlante alors que je la fixais, en état de choc complet. Camille, a dit maman faiblement. On ne frappe pas dans cette maison. Elle m'a provoqué, a déclaré Camille calmement, comme si elle parlait de la météo, à faire sa supérieure avec son stupide programme d'art. Papa n'a même pas levé les yeux de la section des sports. Chloé, peut-être que tu devrais modérer un peu ta joie. Tu sais que ta sœur est stressée avec ses dossiers pour les études supérieures qui approchent. J'ai pressé ma main contre mon visage endolori, retenant mes larmes. Elle vient de me frapper et vous me dites de me calmer? Ne sois pas si dramatique, a soupiré lourdement maman. C'était à peine une tape. Les sœurs se disputent. Léo était absolument furieux quand il a remarqué mon visage cet après-midi-là. Tu dois documenter chaque incident. Prends des photos. À quoi bon? Il s'en fiche. Parce qu'un jour, elle va dépasser une limite dont on ne revient pas, et tu auras besoin de preuves. Il m'a aidé à commencer un journal détaillé, photographiant chaque bleu, chaque blessure, chaque incident. Je cachais tout chez lui, car Camille fouillait régulièrement ma chambre. La situation s'est détériorée lorsque Camille n'a pas été acceptée dans l'université de ses rêves. Elle comptait sur une place dans le programme sport-études de l'université de Montpellier, mais ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre. C'est le karma, m'a-t-elle sifflé ce soir-là, me coinçant dans le couloir devant nos chambres. Toutes tes réussites, toute ta frime. Tu as porté la poisse à tout mon avenir. Camille, ça n'a même aucun sens logique. Elle a attrapé mon poignet et l'a tordu vicieusement jusqu'à ce que je crie. Tout ce qui est terrible dans ma vie arrive parce que tu existes. Maman et papa te couvrent constamment. Les profs t'adorent. Tout le monde pense que tu es si incroyablement spécial. Eh bien, tu ne le es pas. Tu es une sangsue. Elle m'a relâché avec une violente poussée, et j'ai reculé en titubant, protégeant mon poignet. Il n'était pas fracturé, mais la douleur a duré des jours. Je n'ai pas pu tenir correctement mes crayons de dessin pendant une semaine, prenant du retard dans mes travaux de design. Ma professeure d'art, Madame Lambert, l'a remarqué immédiatement. « Chloé, que s'est-il passé à ton poignet ?» Je suis tombée dans les escaliers. Elle m'a étudiée avec un regard entendu. « Tu sais que je suis légalement tenue de signaler les blessures suspectes. S'il vous plaît, ne le faites pas. Ça ne fera qu'empirer ma situation à la maison. » Ses yeux reflétaient la tristesse et la compréhension. Ma salle de classe est toujours un espace sûr si tu as besoin de parler à quelqu'un. L'exposition d'art du printemps était censée être mon moment de gloire. J'avais créé un portfolio numérique complet pour la galerie de l'école, et il présentait mon travail comme la pièce maîtresse. Mes parents avaient même promis de venir, un rare geste de soutien. Le matin de l'exposition, Camille était d'une humeur massacrante. Elle venait de recevoir une autre lettre de refus d'une université de secours. Ce rejet signifiait qu'elle irait à l'université Lumière Lyon 2, ce qu'elle considérait comme un sort pire que la mort. « Ça doit être agréable, dit-elle, en me regardant repasser ma robe pour l'exposition, de tout obtenir sur un plateau pendant que je ne reçois que des refus. Camille, je suis sincèrement désolée pour la situation avec les universités. Non, tu ne le es pas. Tu es probablement ravie. Pauvre Camille qui échoue enfin à quelque chose pendant que la parfaite Chloé reçoit une autre cérémonie de remise de prix. Ce n'est pas vrai du tout. Je veux que tu réussisses. Menteuse. Elle s'est approchée, le visage rouge de rage. Tu m'as saboté toute notre vie. Ta naissance a été ton premier acte de sabotage. Je n'y peux rien si je suis née. Eh bien, tu aurais peut-être dû faire plus d'efforts pour ne pas naître. Je me suis détournée, refusant de continuer la discussion. L'exposition commençait dans 6 heures et je devais y concentrer mon énergie. Mais Camille n'en avait pas fini avec moi. « N'ose pas me tourner le dos », a-t-elle grondé, m'attrapant l'épaule et me faisant pivoter avec force. L'élan m'a fait trébucher en arrière. Nous étions dans le couloir de l'étage, entre nos chambres, juste à côté de la porte vitrée décorative qui menait au bureau de maman. C'était du verre dépoli, épais et soi-disant renforcé, avec un motif géométrique coûteux que maman avait commandé spécialement d'une boutique à Milan.
Camille, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Laisse-moi juste avoir cette journée. Te laisser avoir une journée? Comme si tu m'avais jamais laissé avoir quoi que ce soit. L'école d'art était censée être mon espace, mais tu t'y est faufilé avec tes précieux travaux de design. L'université était censée être la mienne, mais il a fallu que tu sois si parfaite que tout le monde me compare constamment à toi. Ce n'est même pas un peu vrai. La ferme. Ses mains se sont projetées en avant, me poussant avec une force terrifiante. J'ai volé en arrière, mes bras s'agitant désespérément pour trouver l'équilibre, mais il n'y avait nulle part où aller, sauf droit dans cette porte vitrée. Je me souviens avoir pensé absurdement que maman allait être furieuse pour sa porte sur mesure hors de prix. Puis ma tête et mes épaules ont heurté le verre avec un impact dévastateur. La porte soi-disant renforcée a explosé en 1000 morceaux. Plus tard, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait été complètement mal installée, avec du verre ordinaire au lieu du verre de sécurité requis. Au lieu de s'effriter en petits morceaux inoffensifs, elle s'est brisée en d'énormes éclats tranchants comme des rasoirs. J'ai senti l'impact écœurant, le verre cédant sous moi, les bords déchiquetés me tranchant profondément le crâne et la gorge. Puis je suis tombée à la renverse dans le bureau de maman, une pluie de verre mortel s'abattant sur moi comme de la neige de cristal. Elle saigne. Mon Dieu, il y a tellement de sang partout. Qu'est-ce que tu as fait, Camille? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne voulais pas. Elle m'a mise tellement en colère. Elle me met toujours en colère. Quelqu'un, appelez le SAMU. Chloé ne réagit pas. Ce furent les derniers mots que j'entendis clairement avant que l'obscurité ne m'engloutisse complètement. Mais l'obscurité n'était pas absolue. J'existais dans un espace terrifiant entre la vie et la mort. Consciente mais complètement incapable de réagir, entendant mais incapable de parler. Les médecins ont d'abord parlé de coma artificiel, nécessaire pour réduire le dangereux gonflement qui pressait contre mon cerveau. Mais lorsqu'ils ont tenté de me ramener à la conscience, je ne me suis pas réveillée. Le traumatisme crânien avait été catastrophique. Des fractures du crâne à 3 endroits, une hémorragie cérébrale, des dommages sévères aux régions contrôlant la conscience et la fonction motrice. Elle a une chance incroyable d'être en vie, a dit le docteur Robert à mes parents. J'entendais chaque mot, flottant dans ma semi-existence étrange. Le verre a sectionné une artère majeure dans son cou. Si votre voisin n'avait pas été secouriste et n'avait pas su exactement comment appliquer une pression, elle se serait vidée de son sang avant l'arrivée de l'ambulance. Le père de Léo, Monsieur Dubois, avait entendu le vacarme et les cris hystériques de Camille. Il m'avait sauvé la vie pendant que mes parents restaient figés par le choc, et que ma sœur répétait que c'était un accident. Mais alors que j'étais là, piégée dans mon corps brisé, j'ai entendu la vérité émerger lentement. Camille a craqué la première, à peine 3 jours après le début de mon coma. Mes parents avaient une discussion à voix basse dans ma chambre d'hôpital au sujet des frais de justice qui s'accumulaient. Apparemment, le procureur de la République envisageait d'inculper Camille pour violences aggravées. Pourquoi devrais-je être punie, a soudainement explosé Camille. Vous avez toujours dit quel était le problème. Vous étiez toujours d'accord quand je me plaignais qu'elle rendait tout plus difficile pour moi. Nous ne voulions pas que tu la blesses réellement, a murmuré maman désespérément. Mais vous ne m'avez jamais arrêté non plus. Chaque fois que je la poussais, la frappais, la tourmentais, vous excusiez mon comportement. Vous m'avez appris que c'était acceptable parce qu'elle était trop sensible, ou dramatique, ou qu'elle le cherchait. Camille, baisse la voix tout de suite. Pourquoi? Elle ne peut rien entendre de ce que nous disons. Elle est probablement en état de mort cérébrale de toute façon. Au moins maintenant, elle ne peut plus me voler l'attention. Le silence qui a suivi était étouffant. Même piégée dans mon coma, je pouvais sentir son poids terrible m'oppresser. Elle pourrait mourir, a finalement dit papa. Ta sœur pourrait réellement mourir, et c'est ta seule réaction? Ce n'est pas ma sœur. C'est une erreur que vous avez commise et qui a détruit ma vie. Un autre silence écrasant. Puis, maman, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, peut-être aurions-nous dû t'emmener voir un psy comme ta tante l'avait suggéré il y a des années. Une thérapie pourquoi? Pour être légitimement en colère que vous ayez eu un autre enfant alors que j'étais déjà parfaite? Vous n'avez pas eu Chloé pour me faire du mal intentionnellement, mais vous m'avez laissé croire que si.
Chaque fois que vous me réconfortiez en disant que Chloé était juste là ou que j'étais toujours votre fille exceptionnelle, vous avez nourri mon ressentiment. Vous avez créé ce monstre. Elle avait raison. Ils avaient créé ce cauchemar. Et maintenant, je payais le prix ultime pour leurs échecs. Léo venait me voir tous les jours sans faute. Il s'asseyait à côté de mon lit d'hôpital et me parlait de l'école, de l'exposition que j'avais manquée, de la façon dont mon portfolio avait reçu une ovation, même sans ma présence. Il me tenait également au courant de l'enquête criminelle qui se développait autour de mon cas. Ils ont trouvé ton journal caché chez moi, a-t-il dit un après-midi. Ma mère a tout donné à la police immédiatement. Toutes ces photos, tous ces incidents que tu avais consignés. L'avocat de Camille essaie de prétendre que c'est une fabrication. Mais trop de témoins se sont manifestés maintenant. Des professeurs qui avaient remarqué des bleus suspects. Des voisins qui entendaient des disputes violentes à travers les murs. Des amis qui l'ont vu te faire du mal en public et n'ont rien dit. Il serra doucement ma main inerte. Elle va prendre cher, Chloé. Et tes parents aussi. Ils font l'objet d'une enquête pour négligence criminelle, pour non-assistance à personne en danger. Je voulais désespérément serrer sa main en retour, lui dire que j'entendais chaque mot, mais mon corps refusait de coopérer avec mon esprit. Le docteur Renaud, le neurologue qui supervisait mes soins, a été brutalement honnête avec mes parents sur mon pronostic. Chaque jour qu'elle reste dans cet état comateux, la probabilité d'un rétablissement complet diminue de manière significative. Vous devez vous préparer mentalement à la possibilité que Chloé ne reprenne jamais conscience. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? A demandé maman, la voix brisée. Les lésions cérébrales sont notoirement imprévisibles. Elle pourrait subir une perte de mémoire sévère, des changements de personnalité drastiques, des handicaps physiques permanents, ou elle pourrait se réveiller demain complètement normale. Nous ne savons tout simplement pas. Camille a été formellement inculpée pour violences aggravées et tentative de meurtre. La porte mal installée a en fait joué contre sa défense. Cela démontrait une négligence grave de la part de mes parents pour ne pas avoir assuré la sécurité de base de la maison, et cela a considérablement aggravé les charges pénales car mes blessures étaient exponentiellement pires que ce qu'une porte de sécurité correctement installée aurait causé. J'ai entendu ma tante Patricia se disputer intensément avec mes parents à propos de toute la situation. Comment avez-vous pu laisser cela continuer pendant tant d'années ? Tout le monde savait que Camille était violente envers Chloé. Tout le monde dans cette famille le savait. C'est notre fille, a protesté faiblement papa. Vous pensiez mal. Et maintenant, une fille est dans le coma, luttant pour sa vie, et l'autre risque des décennies de prison. Le procès a eu lieu alors que je restais inconsciente, piégée entre les mondes. Léo me tenait fidèlement informée, assis à mon chevet, lisant ses notes détaillées. Camille a essayé de pleurer à la barre, mais le procureur a immédiatement détruit sa performance. Ils avaient ton journal, les photos, les témoignages de 15 professeurs et voisins différents. Même certaines de ses amies les plus proches ont témoigné qu'elle avait parlé ouvertement de vouloir te blesser de façon permanente. Ma main a eu un spasme involontaire. C'était le premier vrai mouvement que je faisais depuis des semaines. Le jury l'a déclarée coupable de tous les chefs d'accusation. Elle risque au minimum 18 ans, Chloé. 18 ans. Un autre spasme. Léo a sursauté et a appelé frénétiquement les infirmières. Sortir d'un coma n'a rien à voir avec ce que montrent les films. C'est terriblement lent, profondément déroutant et incroyablement douloureux. D'abord sont venus de brefs éclairs de conscience, puis progressivement la capacité de serrer les doigts sur commande. Ouvrir les yeux a nécessité 3 jours supplémentaires atroces. Parler a nécessité une semaine complète après cela. Mon premier mot fut le nom de Léo. Il s'est effondré en sanglots. Ce garçon qui avait été mon protecteur, mon confident, mon ami le plus vrai. Il a pleuré comme si son cœur se brisait quand j'ai prononcé son nom d'une voix rauque. Je suis là, a-t-il dit à travers ses larmes. J'ai été là tout le temps. Mes parents, c'était une toute autre histoire. Ils planaient dans l'embrasure de la porte comme des étrangers incertains, ne sachant pas s'ils étaient même les bienvenus dans ma chambre d'hôpital. Chloé, a commencé maman timidement. Nous sommes si incroyablement désolés. Nous t'avons complètement abandonné.
Nous le comprenons maintenant. J'ai détourné la tête d'eux. Le mouvement a envoyé des éclairs de douleur à travers mon crâne, mais c'était moins douloureux que de regarder leur visage. La convalescence a été absolument brutale. J'ai dû réapprendre les compétences motrices de base à partir de zéro, faire face à d'énormes lacunes dans ma mémoire et gérer de graves maux de tête qui donnaient l'impression que mon crâne se fendait à nouveau. Mais la kinésithérapie était nettement plus facile que de traiter la dévastation émotionnelle. Une assistante sociale nommée Angèle a été chargée de superviser mon cas. Vos parents veulent conserver votre garde, mais étant donné les circonstances, le juge des affaires familiales est prêt à envisager d'autres arrangements. Vous avez 17 ans maintenant, presque majeur. Votre tante Patricia a officiellement proposé de vous accueillir chez elle. Tante Patricia, qui avait désespérément tenté d'intervenir des années auparavant, qui avait supplié mes parents de faire suivre Camille par un professionnel et s'était fait dire de se mêler de ses affaires. Oui, ai-je dit sans hésitation. Je veux vivre avec elle. Mes parents ont protesté vigoureusement, mais ils n'avaient absolument aucun argument. Ils avaient été reconnus coupables de mise en danger d'enfants et de négligence criminelle. Ils avaient de la chance d'éviter la prison eux-mêmes. Le jour de ma sortie de l'hôpital, l'audience de détermination de la peine de Camille a eu lieu, 15 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Elle avait 21 ans, ce qui signifiait qu'elle aurait la trentaine passée quand elle sortirait. Si elle sortait. Sa carrière de volleyeuse, ses rêves universitaires, tout son avenir, tout cela avait disparu. Voulez-vous soumettre une déclaration de victime, m'a demandé le procureur. J'y ai sérieusement réfléchi. Une partie de moi voulait désespérément lui faire face, la forcer à voir ce qu'elle m'avait fait. Mais Léo m'a aidé à réaliser quelque chose de crucial. Elle le sait déjà, a-t-il dit. Elle l'a toujours su. C'est exactement pour ça qu'elle te détestait tant. Parce que tu lui montrais qui elle était vraiment. Violente, jalouse, soutenue par des parents qui auraient dû l'arrêter il y a des années. Ton succès mettait en lumière tous ses échecs. Je ne suis donc pas allée à l'audience. J'ai laissé mon journal parler pour moi. Toutes ces années documentées d'abus systématiques. Le juge a lu de longs extraits pendant l'audience, et apparemment Camille s'est finalement effondrée complètement, non pas par remords sincères, selon Léo, mais par la réalisation écrasante que tout le monde pouvait maintenant voir exactement quel genre de personne elle était vraiment. Vivre avec tante Patricia, c'était comme respirer librement pour la première fois de ma vie. Plus besoin de marcher constamment sur des œufs, plus de peur qu'une violence n'éclate, plus de parents trouvant des excuses pour ma tortionnaire. Juste la sécurité, un soutien sincère et l'espace pour guérir correctement. J'aurais dû me battre plus fort pour toi, a-t-elle dit un soir au dîner. Quand tu étais plus jeune, j'aurais dû appeler moi-même l'aide sociale à l'enfance au lieu de me contenter de me disputer avec tes parents. Tu ne pouvais pas savoir que ça dégénérerait en tentative de meurtre. Ah si. La violence dégénère toujours, Chloé. Toujours. C'est ce que les gens ne comprennent pas avant qu'il ne soit trop tard. Elle m'a aidé à poursuivre mes études, bien que mon traumatisme crânien ait rendu les choses beaucoup plus difficiles. Je ne pouvais plus faire de design graphique comme avant. La partie de mon cerveau qui comprenait les relations spatiales complexes avait été endommagée de façon permanente. Mais j'ai découvert une nouvelle voie, l'art-thérapie pour les survivants de traumatisme. Vous comprenez le traumatisme à un niveau cellulaire, m'a dit mon conseiller pédagogique. Vous comprenez comment la créativité peut guérir parce que vous l'avez vécu. C'est un don inestimable que vous pouvez partager avec les autres. J'ai obtenu mon baccalauréat avec 1 an de retard, mais avec mention. Mes parents sont venus à la cérémonie, assis tout au fond, espérant toujours désespérément une sorte de réconciliation. Nous suivons une thérapie, a dit papa après, pour essayer de comprendre comment nous avons pu te laisser tomber si complètement. C'est bien, ai-je dit d'un ton neutre. Continuez. Pourrions-nous peut-être nous voir pour un café un de ces jours ? Commencer à reconstruire notre relation. Non. Vous avez choisi Camille au détriment de ma sécurité pendant 17 ans. Vous ne pouvez pas me choisir maintenant qu'elle est enfermée. Maman s'est mise à pleurer. Nous t'aimons, Chloé. Nous t'avons toujours aimé. Vous aimez l'idée de moi,
la fille silencieuse qui ne se plaignait pas tout en étant systématiquement abusée. Mais vous ne m'avez pas assez aimé pour me protéger réellement. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Je suis partie avec Léo et tante Patricia qui m'encadraient. Ma vraie famille. L'université m'a ouvert un tout nouveau monde. Personne ne connaissait mon histoire à moins que je ne choisisse de la partager. Je me suis fait de vrais amis, j'ai eu des rendez-vous, j'ai découvert qui j'étais en dehors de mon statut de victime de Camille. Les maux de tête revenaient encore régulièrement, et je devrais probablement les gérer pour le reste de ma vie. Mais j'étais en vie. Plus important encore, je m'épanouissais. Lors de ma dernière année d'université, j'ai reçu une lettre inattendue transmise par mon avocat. Elle venait de Camille. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée. C'était bref. Je te blâme toujours. Je te blâmerai toujours. Tu as volé ma vie. Même depuis la prison, elle ne pouvait pas assumer la responsabilité de ses actes. J'ai gardé la lettre comme un rappel, non pas de sa haine, mais du chemin que j'avais parcouru. Elle était toujours piégée dans sa rage et son ressentiment. Tandis que moi, j'étais enfin libre. J'ai commencé à travailler dans un centre de rééducation pour adolescents ayant subi un traumatisme crânien. Beaucoup étaient des victimes de violences, tout comme moi. Je les ai aidés à retrouver leur voie grâce à l'art-thérapie. Je leur ai montré que la survie et la guérison étaient possibles. Une jeune fille, Ambre, me rappelait fortement moi-même. 15 ans, silencieuse, se remettant encore d'avoir été poussée dans un escalier en béton par le petit ami de sa mère. Elle ne pouvait pas encore parler à cause de ses blessures, mais elle pouvait peindre. L'art se souvient même quand nous ne le pouvons pas, lui ai-je dit doucement. Il vit dans des parties de notre cerveau que la violence ne peut pas toujours atteindre. Le jour où elle a terminé sa première peinture complète depuis l'agression, nous avons pleuré ensemble. Le petit ami de sa mère était en prison, tout comme Camille. Sa mère avait choisi l'homme plutôt que sa fille, tout comme mes parents avaient choisi ma sœur plutôt que moi. Mais elle était là, créant quelque chose de beau malgré tout. Alors voici ma question pour vous. Quand quelqu'un essaie de vous détruire mais finit par se détruire lui-même, lui devez-vous le pardon pour trouver votre propre paix? Ou bien votre paix se trouve-t-elle dans la construction d'une vie si pleine et si riche de sens que son absence n'est même plus remarquée? J'ai construit cette vie. Et chaque jour où je me réveille, je me choisis.